Le marché international des plats prêts à manger est en pleine expansion, il n'y a rien à dire. Les consommateurs recherchent des solutions pratiques, des solutions savoureuses, des solutions authentiques, ce qui offre une opportunité unique pour les entrepreneurs alimentaires. Mais pour réussir, il est vraiment impératif de respecter les normes strictes d'hygiène et de conformité des marchés étrangers. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment exporter vos plats cuisinés ou vos plats transformés, vos produits transformés, tout en garantissant leur conformité et leur succès à l'international. Bonjour, moi c'est Rita Ibukofi. Je suis experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion des ressources humaines. Abonnez-vous à ma chaîne, ça va me faire plaisir et franchement, mon objectif sincère, c'est de t'aider dans tes projets autour de ton business alimentaire. C'est vraiment de te donner les informations qui te manquent, t'accompagner, voilà, en tout cas, tout pour que tu puisses mettre un pied après l'autre. Donc voilà, de temps en temps, je parle de sujets en rapport avec la culture ivoirienne et les défis de la diaspora ici en Occident. Donc voilà, c'est parti. Alors déjà, il faut comprendre les normes d'exportation. La sécurité alimentaire et les certifications, c'est vraiment des notions clés. HACCP, tu as déjà entendu parler. C'est un système obligatoire pour garantir la sécurité des aliments à chaque étape de production. Comme je le dis souvent, c'est le niveau CP. C'est le niveau CP de la sécurité alimentaire. C'est le niveau CP de toute personne qui compte être entrepreneur alimentaire. C'est le niveau zéro, y compris pour ceux qui produisent des aliments destinés à être consommés dans leur pays. Ça devrait l'être, en tout cas, ça devrait l'être. Ça veut dire que si tu te destines à vendre à l'étranger, il y a des notions qui viennent encore supplémentaires, qui viennent bétonner ton niveau de sécurité alimentaire. OK? Voilà, parce que à travers les aliments, la contamination des aliments, on peut attaquer un pays. Si, voilà. Donc, les différents pays, surtout les pays développés, demandent des gages. Et pour cela, les normes permettent de mettre tout le monde d'accord. Parce que si tu es ISO 22000 en France, ça veut dire que tu as, tu as le même niveau de confiance aussi que la personne qui est au Cameroun, à Madagascar ou et qui est aussi ISO 22000. C'est-à-dire que vous êtes collègues, vous vous comprenez, vous avez les mêmes pratiques vertueuses. OK. Donc, je t'ai parlé les normes clés HACCP, les certifications locales comme ISO 22000 pour la sécurité alimentaire ou les certifications biologiques aussi, tous ceux qui disent qui produisent de l'alimentation bio et tout ça. Si vos produits sont étiquetés comme tels, bien entendu, si ce n'est pas vraiment bio, moi, ne le dis pas. Si tu n'as pas encore certifié ou tu t'es pas encore fait auditer pour pouvoir mentionner bio sur tes emballages, ne le fais pas parce que tu vas avoir des amendes, parce que c'est mensonger, et puis parce que tu auras déjà fait beaucoup d'emballages en Chine ou ailleurs, peut-être 30 000, 50 000 emballages pour avoir une amende en plus et ne pas pouvoir les utiliser, ça serait dommage. Les autres notions que tu dois connaître, donc, il y avait la notion, les normes clés comme HACCP et les certifications dont je viens de te parler. Tu dois aussi connaître la réglementation selon les marchés. Par exemple, pour l'Union européenne, le règlement de l'Union européenne exige un contrôle strict de l'étiquetage. Il ne rigole pas avec ça. Rigole pas. Les allergènes, tu dois les marquer dessus, des étiquettes. Les additifs, s'il y en a, ne cherche pas à mentir. La traçabilité doit être aussi au taquet. OK? On doit connaître la traçabilité de tes produits. Les produits doivent être enregistrés auprès des autorités locales. C'est normal. Pour les États-Unis, par exemple, c'est la FDA. Donc, il faut qu'eux, ils imposent des inspections rigoureuses et un étiquetage détaillé. Détaillé comme pour l'Union européenne. Mais eux, la FDA, en fait, ils envoient des gens vérifier, auditer tes locaux. D'accord? Ils envoient des gens. Donc, ils peuvent te laisser, une fois que tu t'enregistres tout, ils peuvent te laisser faire ta première expédition, peut-être ta deuxième. Ce qui est sûr, tu auras ton jour de contrôle. Voilà. Et si tu dis que ton endroit est dans telle ville, il ne faut pas qu'après ils apprennent que c'est dans telle ville. Si tu dis que c'est dans telle localisation, je dis que toute déclaration compte. C'est très important. Tu t'amuses à envoyer
des produits en quantité commerciale aux États-Unis sans avoir l'enregistrement FDA, ils vont devoir détruire ta marchandise et c'est à toi de payer pour qu'ils détruisent. Je connais une personne comme ça qui a dû débourser au moins 5 000 $ pour qu'on détruise ses produits. Si tu ne payes pas, c'est très bien. Tu n'auras plus le droit aussi d'exporter chez eux, du coup, des produits. C'est très simple. Voilà. Donc, il faut vraiment bien regarder. Comme je dis là, comme c'est marqué dans la Bible, l'obéissance est mieux que les sacrifices. Ce qu'on te dit, tu écoutes, tu appliques. Tu écoutes, tu appliques. Ne cherche pas à faire des choses exotiques sur le côté. Bon. Donc, avec les États-Unis, les exportateurs doivent s'enregistrer auprès de la FDA puis suivre les règles. Oui, les règles du FSMA. Si tu veux FSMA, je vais te faire une vidéo dessus. Les emballages et l'étiquetage pour l'exportation. C'est très, très, très important. Là, on est en train de parler de tous ceux qui ont pour idée de produire des plats cuisinés, c'est-à-dire des choses instantanées, des choses pour faciliter la vie aux gens. Aujourd'hui, partout dans le monde, les femmes travaillent aussi longtemps que les hommes. Elles sont coincées dans les embouteillages. Les enfants, ça reste les mêmes enfants, que ce soit de 1700, je ne sais pas quoi, à 1900 jusqu'à 2025. Ce sont les mêmes enfants qui ont faim, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on fasse les devoirs avec eux. Donc, beaucoup de personnes avant disaient, oh, ça, c'est la nourriture transformée, transformée, transformée. Mais maintenant, on sait qu'on peut manger de la nourriture, soi-disant transformée, mais éthique, c'est-à-dire qui respecte la santé, qui respecte l'environnement et tout ça. Donc, tu ne peux pas laisser cette part de marché s'enfuir. Tu as besoin de te battre. Et l'emballage, ça fait partie des choses qui attirent l'œil. Il va falloir que tu travailles dessus. L'étiquetage, c'est les choses aussi qui fidélisent parce que les gens savent ce qu'ils mangent, ils comprennent tout. Du moment où tout est transparent pour les gens, il n'y a aucune raison qu'ils ne fassent pas appel à tes services ou en tout cas qu'ils ne repayent pas, repayent pas, repayent pas. Parce que sachez que même si tu es par exemple au Bénin, tu envoies tes produits en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas, peu importe, et que tu as des distributeurs sur place, eux, ça serait une vraie bénédiction pour toi, en fait. Quand tu fais bien les choses, le travail pour eux est facile. Donc, eux, ils vont encore plus te commander des choses, plus te commander, et c'est facile pour le business. Et c'est des clients que toi, tu n'aurais jamais pu toucher en restant dans ton pays. Et avec ton distributeur, va faire le travail proprement parce que tu auras fait de jolis emballages, des étiquetages respectueux, même des normes du pays en question, et puis qui sont voilà, véridiques et puis transparents. OK. Donc, tu vas mettre des emballages adaptés. Tu vas utiliser des emballages hermétiques pour garantir la fraîcheur et la sécurité pendant le transport. C'est très important. Tu vas privilégier des matériaux éco-responsables. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont éco-responsables. Pas comme avant. C'est vrai que je me rappelle qu'en 2009, quand je finissais la fac 2008-2009, j'avais une amie en Master 2 qui avait fait une école de développement durable et tout. Tout le monde se moquait, tout le monde disait, ah, c'est la mode du moment et tout. Mais finalement, on voit que effectivement, c'est vraiment de vraies compétences. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont vraiment intéressées parce qu'elles mangent, par ce qu'on fait à l'environnement, parce qu'on commence à sentir les impacts directs. Donc, ne te dis pas que pour moi, je m'en fous de ce qui arrive à l'environnement, donc je ne regarde pas. Regarde tout ce qui est recyclable, tout ce qui est... Ça fait toujours, c'est toujours sensationnel, ça fait toujours quelque chose au client, avec toujours une histoire derrière, si possible. Voilà, c'est toujours bien. Donc, privilégie les matériaux éco-responsables pour répondre aux attentes croissantes des consommateurs, surtout internationaux. Tu ne peux pas avoir la même mentalité que tous tes clients. Donc, va sur les valeurs qui vont vous rassembler le plus et qui vont, je dis, augmenter l'éthique et la réputation de ton entreprise. On va parler maintenant de l'étiquetage conforme. Ça doit inclure quoi? La date limite de consommation, DLC, la date de production, la liste complète des ingrédients avec la déclaration des allergènes, les informations nutritionnelles euh, précises déjà, et selon la réglementation locale. Il va falloir aussi que tu mettes l'origine des produits. Je t'avais parlé dans une autre vidéo du certificat d'origine. C'est quelque chose à faire aussi parce que c'est très important qu'on connaisse l'origine des produits. Et si tu as des certifications, par exemple bio, si tu es certifié comme non gluten et patati et patata, tu peux marquer dessus, bien entendu, si tu as le document qui atteste que tu l'es vraiment, parce que ce sont des pays
loin de ta contrée natale, ils n'ont pas intérêt à te croire sur parole. Et même dans ton pays, je crois qu'il ne faut pas te croire sur parole. Donc, il faut toujours fournir des attestations pour pouvoir être à l'aise et commander son packaging aussi en quantité, ses emballages en quantité. Voilà. Maintenant, les stratégies pour réussir à l'exportation en ce qui concerne les plats cuisinés et autres. Il serait très intéressant de développer des partenariats logistiques. Donc, par exemple, travailler avec des entreprises spécialisées dans l'exportation de produits alimentaires comme des transitaires, des experts en logistique et ce genre de personnes. Opter pour des solutions de chaîne de froid pour préserver la qualité des plats prêts à manger. Est-ce que tu vends du surgelé? Est-ce que tu vends des produits qui sont en boîte, donc des boîtes du style, les boîtes de petits pois et consorts? Voilà, en fonction de ce que tu privilégies. Qui dit boîte de petits pois dit aussi que tu travailles avec des autoclaves et que ce n'est pas un simple pasteurisateur, ce n'est pas un simple stérilisateur. Donc, ça aussi, c'est une façon de disposer son matériel pour que ce soit éthique et que ça convienne vraiment aux normes d'hygiène et de sécurité. Voilà. Il va falloir adapter aussi ton produit au marché que tu cibles. Par exemple, tu vas modifier légèrement ta recette pour répondre aux goûts locaux. Ce qui veut dire, donc imagine-moi avec la voix de Blake, ce qui veut dire, si dans ta tête, attends, pour parler du fait d'envoyer des produits à l'étranger, je parle ici à nos frères africains qui vivent en Afrique et qui se destinent à vendre des produits alimentaires en Europe. Il y a deux stratégies. Soit tu te décides à faire connaître ton produit pour faire connaître ta culture, peu importe, mais l'adapter au goût des Occidentaux, soit tu le vends, tu le conçois de façon authentique pour que les personnes que tu recherches se retrouvent là-dedans. Ça veut dire que, par exemple, les Ivoiriens, si tu es Ivoirienne et que tu veux, par exemple, tu veux mettre du quejenou en boîte de conserve, ça veut dire que quand les Ivoiriens vont ouvrir la boîte de quejenou, qu'ils puissent déguster, une fois après avoir chauffé à la casserole ou au micro-ondes, qu'ils puissent déguster comme s'ils étaient à la rue Princesse ou dans n'importe quel maquis ou dans n'importe quel restaurant de Côte d'Ivoire. Si c'est pour les Occidentaux, tu vas savoir qu'il va déjà le piment, ce genre de choses-là, tu sais que tu vas devoir faire doucement. Tu vas devoir te cultiver sur comment eux, ils aiment les choses. Il y a forcément des Français, des Américains et autres dans le pays où tu vis. Tu peux aussi les solliciter pour faire des dégustations. Je veux dire, ne lésine pas sur les moyens. Mais dans ta tête, en faisant ton produit, tu dois savoir à qui tu vends. Parce que si tu le fais bien corsé à la façon dont nous on aime, et que tu commences à poursuivre les Occidentaux, on va dire que tu commences à poursuivre les Français de France, comme on dit souvent, passeport rouge Bordeaux, tu commences à les poursuivre pour qu'ils mangent ton truc qui est piquant de partout et tout ça. Bon, tu vois, ça peut. Voilà, tu peux. En fait, ça peut faire comme si. Attends, comment je vais te dire ça? C'est comme si tu crées un produit où il n'y a pas de client derrière. Tu vois? Donc, il faut savoir qui tu vises. Bon, rien ne t'empêche aussi de faire deux gammes différentes si tu en as les moyens. Après, voilà. OK. Donc, oui, adapter, j'étais sur la partie adapter ton produit au marché cible. Donc, j'ai préféré te dire ça parce que des fois, pour les personnes d'Afrique qui envoient des produits ici, en fait, des fois, tu te demandes à quoi ils ont pensé. Mais je comprends, ils ne connaissent pas les spécificités. C'est-à-dire que tu vas vendre du jus de gingembre à des blancs. C'est possible, il y en a qui aiment. Moi, j'en ai même beaucoup vendu, surtout par le biais d'une amie de l'église qui travaille dans un endroit très physique. Apparemment, les gars ont apprécié, ils ont dit que ça leur a fait du bien. Mais quand, bon, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je te dis que les Noirs même disaient qu'il faut que ça pique encore plus. Et les Blancs, forcément, c'était trop fort pour eux. Donc, il fallait faire de façon, pas genre enlever tout le piquant, mais que ça reste moyen quand même, genre consommable. L'objectif, ce n'est pas de détruire l'estomac des gens parce que tu veux trop faire la version normale. Parce que quand tu fais ta recette telle qu'elle est, est-ce qu'on te donne une coupe? Est-ce qu'on te félicite? Ça dépend.
Il faut que tes clients te félicitent. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que ça corresponde au goût de tes clients. Je parle de l'adaptation du produit au marché cible. Donc, tu dois connaître qui est ta cible. OK. Pour le Japon, par exemple, il est recommandé généralement aussi de réduire les épices. Moi, je ne suis jamais partie au Japon, mais j'ai fait aussi des recherches sur eux. En France, par exemple, il va falloir mettre vraiment l'aspect, l'artisanat, la qualité, expliquer dans quelles conditions c'est cuisiné, avec le cœur, avec ceci. C'est une petite unité de transformation, tout est fait à la main. Voilà, ils aiment ça. OK. Bon, pour optimiser maintenant la vente de tes produits à l'étranger, il s'agit de ça. Tu vas identifier des canaux de distribution. Ça peut être des plateformes en ligne, style Alibaba, Amazon, d'autres plateformes adaptées aux produits alimentaires. Qui dit plateforme dit pour partage de responsabilité. Donc, ils ne sont pas fous. Forcément, ils vont te demander des certifications. On revient sur le même point. Tu peux aussi utiliser des distributeurs locaux comme les épiceries fines, les épiceries, ce que tu connais déjà, les supermarchés et d'autres encore. Maintenant, en termes de marketing et de branding au niveau international, bon, tu peux mettre en avant l'histoire de ton produit pour séduire les consommateurs. Par exemple, ce plat est inspiré de la recette ancestrale ivoirienne préparée avec des ingrédients locaux de qualité que ma grand-mère m'a fait découvrir, blablabla. Bla, 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 bla. Voilà. Et puis, tu peux aussi utiliser les réseaux sociaux pour toucher une audience vraiment plus large, raconter l'histoire de ta marque et tout, et tout, et tout. Maintenant, tu ne peux pas être partout. Tu peux te faire aider avec une équipe magnifique qui va être très contente de t'aider. OK. Donc, pour finir, ce que je peux te dire, c'est que exporter des plats prêts à manger, c'est-à-dire où on n'a rien à faire à part réchauffer ou peut-être faire bouillir avec de la viande pour que la viande prenne bien le goût de la sauce ou de la nourriture, peu importe ce que tu fais. C'est-à-dire quelque chose où il n'y a pas grand-chose à faire après. Hein. Donc, on va appeler ça des plats prêts à manger. C'est une aventure lucrative parce que clairement, ça répond à un besoin. Ça décharge les gens. Ça fait du bien. Ça permet de découvrir directement sans se casser la tête en cuisine. Aller acheter, par exemple, pour la sauce graine. Quelqu'un va acheter la boîte de graines, au moins 2,50 €. La personne va acheter oignon. La personne va acheter du piment, quand même. Surtout du piment sans bon pour laisser une bonne odeur dedans. Peut-être même la personne va acheter un peu de gombo sec. La personne va acheter maintenant sa viande ou son poisson purée. Mais là, on est déjà en train d'atteindre les 10 €. Alors que là, tu as fait un bon truc, bien fait, peut-être à moins de 6 €. Est-ce que ce n'est pas la belle vie? Hein? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Tu réponds clairement à un besoin. Donc, exporter des plats prêts à manger, c'est une aventure lucrative, mais ça nécessite une préparation et ça nécessite de la rigueur avec de bonnes certifications, avec un emballage adapté, avec une stratégie marketing solide, tu peux conquérir les marchés internationaux. N'oublie pas de t'abonner surtout pour avoir plus de conseils sur l'agroalimentaire, l'exportation, le business autour de la nourriture. La bouffe, c'est la vie. Laisse un commentaire, tu peux me poser des questions et surtout, abonne-toi. Tu connais la chanson Abonne-toi vraiment. J'aimerais vraiment, vraiment faire exploser la chaîne avec du contenu de qualité. Du coup, j'ai besoin de savoir ce que toi, tu veux voir sur la chaîne. OK? Donc, dis-moi en commentaire. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous.